Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis, c'est exclusivement sur Equinox Télévision. Il est un acteur majeur de la scène politique camerounaise du début des années 90 lors du retour au multipartisme et de l'un de ses temps forts, les années de Braise, qui allaient suivre. En outre, à cette qualité s'ajoute celle d'expert des questions de défense dans lesquelles il a exercé officiellement pour le compte du Cameroun. Victorin Améné-Bielleux, puisqu'il s'agit de lui, par ailleurs président de l'Union des forces démocratiques du Cameroun, UFDC, est un acteur de première main de la vie politique camerounaise ces 30 dernières années. Avec nous ce soir, il évoque la question de l'unité nationale, les problématiques sécuritaires et les scrutins de 2018 au Cameroun. Bonsoir Victorin Améné-Bielleux. Bonsoir Guy, bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis très très heureux d'être avec vous, notamment à la place qu'a occupée il y a quelques jours l'ambassadeur des États-Unis, qui est un des partenaires majeurs des relations diplomatiques du Cameroun. Donc ça fait un plaisir d'être avec vous et de parler de ces problèmes qui aujourd'hui prennent une ampleur ou bien une importance capitale pour notre pays. Donc, merci, c'est également Equinox Télévision qui vous remercie d'avoir accepté de venir nous éclairer sur un certain nombre de sujets. Vous qui en savez tant, vous qui avez un parcours très éloquent sur la scène politique camerounaise. Alors, Victorin Améné-Bielleux, vous êtes né en 1949, mais cela ne suffit pas pour vous présenter. Qui êtes-vous? Oui, je suis un Camerounais comme les autres. Je suis né de parents, mon père, M. Bielleux Raphaël, qui est mort il y a belle lurette, qui était infirmier en Consamba. Quand il est mort, ma mère est entrée dans la profession médicale aussi, elle était infirmière auxiliaire à l'hôpital toujours de Consamba, où je suis né moi-même. Et bon, je suis issu d'une famille très 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 nombreuse. Parce que nous sommes 12 frères et sœurs, donc 11 vivants, donc il y a un qui est décédé depuis. Donc voilà ce que je suis personnellement. Je suis un catholique pratiquant. Et voilà. Vous commencez votre parcours en Consamba, puisque vous y êtes né, vous allez à l'école en Consamba. Oui, j'ai fait l'école primaire à l'école principale de Consamba. Après, je suis entré, j'ai fait ma 6e au collège Saint-Paul de Bafan, 6e et 5e à Saint-Paul. Et après, le grand collège Saint-Paul, voilà, très bien. Voilà. On ne peut pas être passé par Bafan sans parler du collège Saint-Paul. Tout à fait, tout à fait. Et après, je suis venu au collège Vogt dans les années 62-63. Et je suis resté là-bas pendant 5 ans à peu près. Mes camarades de promotion, c'est les Mbarga Philippe, Philippe Bargambois. Bargambois Philippe. Ateba Frédéric et quelques-uns d'autres. Par exemple, qui d'autres? Bon, beaucoup de membres du gouvernement actuel sont passés par cette école qui m'a vraiment marqué. C'est la fine fleur. Oui. Et nous sommes au début, juste après l'indépendance. Tout à fait. Vous avez vous pensez à prendre des responsabilités dans le pays déjà en ce moment-là? Vous savez, on nous disait de jour comme de nuit, vous êtes l'élite de ce pays. Nous étions avec les frères des écoles chrétiennes. Absolument. Ils nous le rappelaient à tout moment. Que vous êtes l'élite de ce pays, vous devez vous comporter en conséquence. Vous ne devez pas vous comporter comme n'importe qui, etc., etc. Donc, vraiment, je crois que ma jeunesse était bercée par ce discours très, très responsable. Et nous sommes vraiment restés là-dedans. C'est pour ça, quelquefois, je suis surpris quand j'entends certains disons de mes frères, parce on est des frères, on a mangé pendant quelques années les mêmes repas, on a dormi dans le même dortoir, etc. On a eu les mêmes jeux. Je suis surpris que quelques-uns parmi nous, à un moment donné, aient pris le tournant de mettre en place ou bien d'accompagner une certaine politique, disons, ethniciste.
Donc je crois que ce n'est pas ce qu'on nous a appris à l'école, en collège. Après ça, moi j'ai fait deux autres années à l'Université du Cameroun après mon baccalauréat. Baccalauréat ou scientifique, littéraire ou scientifique? Oui, scientifique. Oui. Et après je suis allé en France, j'étais à la Sorbonne, fait Paris 1, Paris 2, Paris, parce que pendant toute ma jeunesse, j'ai trouvé qu'il était nécessaire que je prenne tout ce temps-là pour faire des études. Alors j'en ai fait dans tous les sens, tout ce que je pouvais faire, engranger tous les diplômes que je ne veux pas citer parce que ce n'est pas important. Donc, bon. Mais vous vous mettiez à l'écart de la vie politique à Paris, vous ne vous êtes pas intéressé. On a vu la plupart des jeunes qui passaient par Paris à cette époque, c'était l'UPC, c'était l'Union nationale des étudiants camerounais. Vous ne passez pas par Non, 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 ça c'est un peu nos aînés. Vos aînés, c'est ces gens qui étaient un peu les années juste avant les 60. Voilà, avant les années 60 et les débuts jusqu'en 60, jusqu'en 65, 70. Oui. Après, disons, l'engagement politique s'est estompé un tout petit peu, mais je me suis toujours senti de gauche, si vous voulez, nationaliste aussi. Et quand vous êtes à Paris, et pour vos études, vous n'avez pas de contact à la Sorbonne, il n'y avait pas... Non, vraiment, ce n'était pas la grande préoccupation. Et surtout que, vous savez qu'à l'époque, il y avait une certaine indélicatesse entre les étudiants et le gouvernement camerounais. Ce n'était pas encore fini. Les relents des années 60 étaient encore là, avec la répression qu'on a connue de l'UPC. Donc tout c'était là. Donc vraiment, en ce moment, quand nous arrivons à l'université, on est vraiment beaucoup plus enclin à faire des études qu'à... Mais on avait quand même des relations avec certains hommes, avec certains milieux politiques, notamment le Parti socialiste. Je peux vous dire que dans ces années-là, le Parti socialiste était vu par tous les étudiants pratiquement et tous les Africains comme un parti qui pouvait apporter du nouveau à la politique française. Le Parti socialiste de Mitterrand. La recomposition de ce Parti socialiste. Voilà. Quand nous arrivons en 81, quand Chirac bat Mitterrand à l'élection présidentielle, vraiment c'était la tristesse dans nos milieux. Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing plutôt. Voilà, Valéry Giscard d'Estaing, l'élection de 74. Voilà, 74, l'élection de 74, on s'est dit, ben vraiment, c'est le ciel qui nous est tombé dessus, parce qu'on se disait, la gauche venant au pouvoir, l'Afrique va avoir un tournant nouveau. Mais on s'est rendu compte avec l'arrivée après en 81, quand Mitterrand arrive au pouvoir, que la politique française n'est pas faite de sentiments, mais des intérêts des Français, et que ça ne change pas comme ça du tout au tout. Voilà. Donc, la différence entre la gauche et la droite en France en matière de politique africaine, où tout ça, elle est vraiment ténue. Et pratiquement inexistant. C'est les intérêts de la France qui comptent. C'est les grands intérêts, les grands groupes français en Afrique qui dictent pratiquement la politique française en Afrique, qu'il ne fallait pas s'attendre à des grands bouleversements ou à des miracles. Bon, c'est sur ça que... Donc vous aviez espéré que les dictatures, par exemple, s'écroulent avec François Mitterrand. Mais il n'en est rien. Il est toujours là, ce Touré est là, Conakry. Tout à fait. Bien sûr, tout le reste de la Tout à fait. On avait même l'illusion de se dire, quand ils seront là, ils organiseront le départ de tous ces gens qui étaient au pouvoir depuis 25-30 ans. Malheureusement, quand ils sont au pouvoir, c'est la Franc-Afrique qui a prévalu. Et la politique française en Afrique n'a pas bougé d'un iota. Et les relations sont restées des relations avec un grand relent colonial. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé non plus. C'est pratiquement la même chose. Et la question du franc CFA est là pour montrer que cette politique est beaucoup plus pérenne que ce que l'on croit et que leurs intérêts sont beaucoup plus ancrés que quelques déclarations idéologiques des uns et des autres. Donc, vous passez un doctorat, vous obtenez un doctorat en défense. Dans ces années-là, dans les années 70-80, dans les universités françaises, il y a... C'est-à-dire que les officiers français, après la guerre, toute la guerre d'Indochine et la guerre des indépendances, beaucoup d'officiers français viennent s'investir à l'université et apportent avec eux
cette idée d'amener les problèmes de défense du strict milieu militaire au milieu civil. C'est comme ça qu'il y a des gens comme le professeur Dabzi, l'ambassadeur de Rose, etc., Jacques Hutzinger, qui viennent et introduisent au sein de l'université les études de défense nationale. Et j'ai la chance d'être parmi les premiers qui en profitent parce que n'y allait pas non plus qui voulait. Et c'est comme ça que j'ai fait des études de défense après ma licence, au niveau de la maîtrise et au niveau de DEA. Et j'ai soutenu une thèse en matière de défense sur ce thème géopolitique, géostratégique, le cas de l'Afrique australe. Donc voilà le sujet de ma thèse. Vous n'avez pas travaillé sur l'Afrique centrale. Vous avez préféré travailler sur l'Afrique australe. Non, je n'ai pas. Est-ce que c'était une manière d'éviter quelques surtout pas ça, c'est parce qu'à l'époque, vous savez, c'est l'époque où il y a encore l'apartheid dans l'Afrique du Sud. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet pour tout le monde, une grande préoccupation pour toute l'Afrique. À savoir comment se débarrasser de ce système d'apartheid qui vraiment nous déshonore à ce point-là. Donc, au niveau universel, c'est un sujet qui était vraiment d'actualité. Alors, vous posez quoi dans votre thèse à ce sujet de l'apartheid? Vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bon, je dis que l'apartheid, vraiment, la politique qu'ont nos États à propos de ça était une politique vraiment d'avant-garde. Vous savez que tous les pays africains particulièrement ont combattu cet apartheid et ont apporté à l'Afrique du Sud, à l'ANC, tous les moyens. Hein, la formation des gens, des jeunes sud-africains, etc. Vraiment, l'Afrique combattante a apporté à la lutte contre l'apartheid un poids. Pays de la ligne de front. Voilà, tout à fait, à tous ces pays-là. Et vous savez qu'à l'époque, l'apartheid était soutenu par les États-Unis de manière forte. Et l'Angleterre aussi. Oui, et l'Angleterre. Oui. Pratiquement toutes les puissances, même la France qui se disait, avait quelques entreprises françaises étaient très très florissantes en Afrique du Sud. Donc, vous savez, alors, c'était un sujet vraiment d'actualité et un sujet que le milieu universitaire aimait traiter. Parce que vous savez aussi qu'il fallait faire des pressions sur ces puissances coloniales pour que les choses changent. Hein, vous savez que les États-Unis soutenant l'apartheid, il était très très difficile qu'au niveau du Conseil de sécurité, que l'on prenne la moindre résolution contre l'apartheid. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, avec l'appui de mes professeurs, hein, notamment M. Jacques Hutzinger, j'ai choisi cette thèse pour essayer d'apporter ma contribution à la résolution de ces voilà, à la résolution de son problème. Et la géopolitique étant simplement la prise en compte dans les décisions, dans l'étude et dans l'évaluation des politiques, des constantes et des variantes géographiques d'un pays. Oui, hein, sa situation, son relief, etc. Et vous obtenez une mention oui, j'obtiens une mention pas honorable, mais une mention néanmoins. Oui. Et avant la soutenance de ma thèse, quand j'ai eu mon DEA, j'ai écrit à la présidente de la République du Cameroun que bon voilà, je suis prêt à revenir, etc. Bah, ça n'a pas tardé, hein. On m'a répondu. Je crois que c'est M. Boissamil qui était secrétaire général de l'époque. Et il me répond, il me dit que non, vous avez une place, venez. Et quand j'ai fini ma thèse au mois de, je crois, de décembre, au mois de janvier. Décembre 81. 80. Au mois de janvier 81, j'étais déjà au Cameroun et j'ai commencé à travailler. À la présidence? À la présidence de la République, oui. Je vous en prie. Et vous faisiez quoi? Quel était votre travail? Non, j'étais au secrétariat permanent à la défense nationale, qui était le secrétariat du Conseil supérieur de la défense. Donc vous comprenez l'ampleur de... Qui était coiffé par? Vous aviez un grand chef, le secrétaire? Oui. Notre patron, c'était M. Kamé Samuel. Ah, Samuel Kamé. Kamé Samuel, que beaucoup de gens connaissent. Oui. Pas toujours de bonne manière. Voilà, pas toujours de bonne manière. La réputation de M. Kamé Samuel, on va dire qu'elle a précédé. Tout à fait. Et j'ai eu l'occasion de recevoir son fils sur ce plateau. Je ne sais pas si vous avez vu ce programme. Oui. M. Bobda Kamé, qui écrit beaucoup également. Voilà. Notamment du maquis dans le Bamileke. Tout à fait. Donc les thèses sont toujours très très critiquées. Oui, c'est sûr, vous savez, être le fils de Kamé, avoir des thèses très
en flèche contre le pouvoir est peut-être difficile. Donc, mais moi, mais je te Vous avez travaillé sous Kamé Samuel. Oui, c'était mon patron, c'était au secrétariat permanent, c'était lui. Et vous savez que c'était un homme politique de tout premier ordre. Absolument. Ah oui, un des amis de Biya, des amis d'Aïdjo, dans la création de l'UNC, de l'UC, de l'UNC. Et ça, c'était un monsieur très très puissant. Oui, mais est-ce que vous, quand vous étiez Victorin Menimbiele, quand vous étiez en France, ou quand vous avez fait votre parcours de jeune Camerounais, vous aviez déjà quand même cette idée, vous aviez lu des choses sur Samuel Kamé, notamment sur la répression politique à l'ouest du Cameroun. Vous n'aviez pas une appréhension? Non, je n'avais pas d'appréhension. D'abord, quand j'y arrivais, c'est après, c'est dans les informations que j'ai appris que c'est lui qui était le secrétaire permanent. Parce que, et en plus, j'avais pas de raison d'avoir des appréhensions. Je venais dans un système, dans un régime, je venais pas à la place, je ne venais pas pour quelqu'un. Oui. Il s'est fait qu'il était mon patron et qu'on a eu de très très bonnes relations. Ah, je sais que c'est quelqu'un qui a vraiment eu du sentiment, de bons sentiments pour moi. Ah, et je peux vous assurer, quand il était là, il m'amenait chez les amis, les membres du gouvernement. Hein? Les André Tchoungui, tout ça, il me disait, ah voilà, etc., etc. C'était une présentation qui était vraiment très, très importante. Je ne peux pas dire le contraire de ce côté, absolument. Même si les gens le critiquent. Et je peux vous assurer que je travaille au secrétariat permanent à la Défense nationale. Et j'ai pu compulser beaucoup de documents. Et même aux archives de la présidence. J'ai compulsé énormément de documents là-bas. Bon. Et beaucoup de gens confondaient aussi le rôle du secrétariat permanent. Comme c'était M. Kamé qui était à la tête du secrétariat permanent, les gens se disaient que c'était un service de répression. C'était plus la même chose. Non, voilà. Aucunement. Oui, puisqu'à un moment donné, on vous a attaqué sur ce point. Voilà, on m'a attaqué. On a dit que vous avez participé tout à fait, à la répression des Camerounais. Tout à fait. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas. Oui. Le secrétariat permanent n'avait pas de service extramuraux de la présidence. C'est le secrétaire du Conseil supérieur de la défense. C'était pas un service de renseignement, ce n'était pas un service de police, ce n'était pas un service, c'était une centralisation, c'est-à-dire qui était à la base d'un certain nombre de décisions et d'organisations de contrôle des systèmes de défense, mais on n'avait pas... je n'avais pas le pouvoir d'aller à la BRM et de dire qu'on torturait monsieur tel ou bien battait monsieur ceci. En tout cas, je ne l'aurais jamais fait, hein, parce que c'est pas dans... Si on vous l'avait demandé, vous ne l'auriez jamais fait. Ce n'était pas dans vos missions, dans toutes les manières. Non. Et vous restez combien de temps à la présidence? Je suis resté déjà 7 ans. Oui. Et après, notre service a été malencontreusement dissous pour faire le nouveau ministère de la Défense. Parce qu'avant, c'était le ministre des Forces armées. Tout à fait. Et on a fusionné tout ça pour créer le premier ministère de la Défense. Et on nous a infectés au ministère de la Défense. Je dis malencontreusement parce que les gens ont mal conseillé le président et on lui a... Parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a encore recréé pratiquement ce Conseil supérieur de la Défense avec monsieur Atangandji. C'est-à-dire qu'il faut un service qui va... Parce que c'est... Imaginez, vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez l'armée, vous avez les services, le service de renseignement, vous avez tous les fonctionnaires qui, dans un département ministériel, doivent être chargés des problèmes de défense et de sécurité, parce que c'est des activités spécifiques. Mais il faut une organisation pour prendre tout ça ensemble et pendant des moments de crise comme aujourd'hui, donner une véritable orientation aux problèmes de la défense de ce pays. Donc, on avait dit au président Biya qu'il fallait créer un ministère de la Défense et on reverserait... Non, ce n'est pas nous qui avons demandé. Oui, non, pas vous. C'est les policiers et les militaires qui, à un moment donné, pour augmenter leur influence, on lui a dit non, envoyez plus il faut qu'on travaille ensemble, etc., etc. Ce qui n'était pas dans leur intention. C'est qu'ils ne voulaient plus qu'au niveau de la présidence de la République, il y ait des gens pouvant avoir l'œil sur ce qu'ils font au ministère, au niveau du ministère.
Donc voilà, c'est comme ça que je pars du ministère du secrétariat permanent au ministère de la Défense. Et en 1990, autant que les autres, que les Camerounais, je décide avec un certain nombre de camarades de créer l'Union des forces démocratiques du Cameroun. Là, vous n'y êtes plus, vous n'êtes plus personnel du ministère. J'étais, en ce moment-là, j'étais encore, Oui. je veux vous dire, j'étais encore au palais présidentiel. Vous y étiez encore. Et vous prenez quand même un risque. Quand on apprend que vous êtes président d'un parti, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, mais les gens sont très très surpris. Oui. Et je peux vous dire que je pars de là-bas, j'ai pas de problème. Comme je vous l'ai dit, j'étais parmi les gens qui ont créé RDPC, l'UNC. Vous êtes allé au congrès de Bamenda en 1985. J'étais au congrès de Bamenda comme organisateur, oui. pas spectateur, comme organisateur, avec, je crois que les gens qui étaient avec nous à l'époque, qui étaient à peu près du même âge, il y avait Demi Mb, il y avait l'ancien délégué gendarmerie. Denis Sekani. Hein? Non, la gendarmerie qu'on vient d'enlever, j'ai le trou de mémoire. À Bokam. Bokam. Jean-Baptiste Bokam. Il y avait, on était comme ça, une petite dizaine de jeunes qui étaient, à l'époque on était encore tout jeunes, c'est nous qui organisions avec les anciens, avec l'Indumba, avec François Sengako. Voilà, François Sengako, l'Indumba, qui étaient vraiment les patrons des choses. Mais c'est nous qui étions là en tant que jeunes, en tant que jeunes cadres de l'administration, qui étions là pour apporter notre contribution intellectuelle et notre vigueur. Puisque si l'on fait une certaine comptabilité, il n'y a que 5 années qui séparent le congrès du RDPC de vous, la création de votre parti en 90. Est-ce que cela voudrait dire qu'en 85, vous ne croyez pas beaucoup en ce qu'on mette en place un nouveau parti unique, le RDPC? Ayant déjà eu l'UNC, vous disiez quoi? Vous étiez contraint simplement à y aller ou non, vous aviez non, des je n'étais pas convictions? contraint, je n'étais pas contraint. Vous aviez des convictions alors que Non, vous savez, d'abord quand on change le RDPC, quand on change l'UNC en RDPC au Congrès, tout le monde n'est pas d'accord. Ah bon? Non. Il y a des gens qui sont pour que l'UNC reste ou alors Oui, tout le monde. C'était un congrès de l'UNC. Tout à fait. Et quand on allait à ce congrès, rien n'indiquait qu'on allait pour créer un autre parti ou bien pour changer la dénomination du parti. Oui, mais c'est un débat d'ailleurs qui a souvent eu cours. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible qu'on convoque un congrès de l'UNC et que le transformer en RDPC? Est-ce qu'on peut convoquer une réunion de la famille Biele? Voilà, et en faire une affaire de la famille Zogo? Voilà, voilà. Nous étions à Bamenda vers la fin du congrès, un soir, comme ça, là, on va en réunion, et c'est au cours de ces réunions que les gens nous disent que non, le parti va changer de l'UNC à RDPC. Tout étonné. Tout étonné. Peut-être que les gens qui étaient dans le secret des dieux de l'époque étaient au courant, mais nous qui étions les gens responsables, on est venus pour organiser le congrès du parti et éventuellement transmettre le pouvoir au nouveau président. Mais on n'est pas venu pour recréer un autre parti, etc. etc. Et qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Vous me dites qu'il y a eu des gens qui étaient opposés. À quel degré? Disons que les gens... Ah bon, tu es tout surpris. Oui. Oui, tout le monde était surpris. Oui. Et après, on se demandait, mais quelle est l'opportunité? Pourquoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on va changer le parti? Oui, les ambiables gens qui surtout que la passation du pouvoir du président Ahidjo au président Biya n'est pas due à un mécontentement populaire ou bien à une désaffection ou à une mauvaise politique. C'est le président Amadou Ahidjo qui décide de sa propre volonté, malgré l'insistance de ses grands amis, les Kamé, les Saki Fada, etc., qui lui disent « Non, le président ne part pas, reste là, va te reposer, reviens prendre le pouvoir, etc. » Le président Ahidjo lui dit « Non, vraiment, je crois que je suis fatigué, je vais y aller. » C'est comme ça qu'il donne le pouvoir au président Biya. Il n'y a pas eu, c'était pas sous une pression. Je dirais que
même à une époque où le Cameroun avançait beaucoup sur le plan international. Oui, tout à fait. Et où le président Ahidjo arrivait quand même à avoir une marge de manœuvre par rapport à l'influence de la puissance colonisatrice. Hein? Vous voyez, par exemple, la création d'Air Afrique, la création de la Camer, la création d'un certain nombre de sociétés. Oui. Hein, sur la crise de Biafra. Voilà. Oui. Donc, vous voyez que avec ça, le Cameroun avait sur la place internationale deux secrétaires généraux de l'OUA du coup, etc., sur le plan international. Et Tekim Boumoua. Donc, le Cameroun, sur le plan diplomatique, et sur le plan, si vraiment l'image du Cameroun à l'époque était très très bonne. Et je me rappelle que quelques années après le départ du président Ahidjo, je vais dans une mission aux États-Unis, avec les responsables vraiment des problèmes de sécurité, les M. Ekani, mon ami M. Milo, etc. Nous allons à une mission, vraiment une mission d'État aux États-Unis. Oui. Mais je peux vous assurer qu'on nous adulait. Partout où on nous passait, ah mais voilà un pays qui réussit, votre pays est bien, etc. etc. Donc il n'y avait pas de raison que ce changement de l'UNC au RDPC puisse opérer. Non. Cela paraissait un coup d'État, ça vous paraissait quoi? Non, peut-être pas un coup d'État, mais... Ou alors une manière d'enterrer Voilà, peut-être il y avait ça aussi un peu. C'est une manière d'enterrer cette période. Oui. Et c'est vrai que la période d'Ahidjo a été très très dure. On le sait, tout le monde le sait, avec les problèmes du nationalisme camerounais d'un côté et la lutte contre le nationalisme par les forces françaises. Oui, je veux vous dire, c'est les forces françaises qui ont... À partir de 55. Voilà, jusqu'en 72 à peu près. Oui. Donc, c'est les forces françaises qui engagent la lutte contre les nationalistes camerounais. Ce n'est pas l'armée camerounaise. L'armée camerounaise est à cette époque embryonnaire, commence même simplement, c'est à la veille de l'indépendance que Pierre Mesmer se réveille et se dit, mais voilà un pays qui va arriver en indépendance sans une force armée, et demande au ministère des armées en France, etc., rapidement, mettez quelque chose en place, et on commence à ramasser quelques cadres qui se trouvent dans l'armée française, on vient réunir et on dit, bon, on va faire un petit embryon d'armée. L'armée camerounaise n'existait pratiquement pas. Donc c'est pas l'armée camerounaise qui se met à combattre le nationalisme, c'est l'armée française. C'est-à-dire quand nous arrivons à l'indépendance, notre armée, notre pays a en legs cette lutte contre le nationalisme au même point qu'il a eu en legs que beaucoup d'autres choses. Donc il faut vraiment lire souvent l'histoire du Cameroun dans avec cette vision-là. Donc c'est comme ça que... vous me dites sur le RDPC est créé, alors vous y militez, vous, en tant que... Non, je n'ai vraiment pas milité dans le RDPC. Oui. Vous savez, le RDPC c'est 85, et après le congrès de Mamela de 85, il n'y avait pas... J'ai jamais pris de carte de RDPC. Jamais. Et vous savez... Et vous êtes on vous regarde comment? Est-ce qu'on vous pose pas de questions de temps en temps? Est-ce que vous n'allez pas à des meetings? Il n'y a pas... je vais vous raconter. Votre vie politique se passe je vais vous raconter de ce point de vue-là. Oui. Bon, vraiment, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont surpris. Hein, parce que ça commence comme ça. Il y avait une presse à Douala, le combattant. Le combattant, oui. Le combattant affiche à la grande une un haut fonctionnaire du ministère de la Défense crée un parti politique. Amélie Biélé. Bon. Et entre-temps, l'opposition se met en place, etc. Patati patata. Je commence à fréquenter, je vais beaucoup dans les réunions d'opposition. Nous essayons d'organiser la lutte pour qu'advienne le changement. Oui. Parce qu'il faut rappeler qu'en 90, c'est d'abord l'UNC et le RDPC qui vient, c'est un parti. C'est les mêmes gens, hein? Oui, tout à fait. C'est les mêmes gens, il n'y a même pas de changement là-dedans. Ils sont au pouvoir depuis 57, oui. Hein? Oui, tout à fait. Et jusqu'en 90, c'est les mêmes types. On dit, moi, quand même, hein, il y a d'autres Camerounais, nous sommes aussi là, on peut quand même faire quelque chose. Donc c'est comme ça, c'était cette idée-là, et un peu de jeunesse aussi avec, hein.
un peu de, peut-être pas d'une très grande maturité, mais vraiment une volonté de faire quelque chose. Oui. Donc les gens, je peux vous assurer qu'au niveau de la présidence, j'avais que des amis. Et même du pouvoir, Oui. j'avais un de mes grands collaborateurs qui était l'ami de longue date du président Paul Biya, Monsieur Mva Albert, qui est Scherer, qui a travaillé pendant des années avec moi au secrétariat permanent à la Défense nationale, et qui était vraiment, c'était un ami, voire un frère. Donc, de ce côté-là, je n'avais pas de problème. Je vous ai parlé tout à l'heure de M. Milo. Oui. Milo. Tout à fait. Milo, quand il arrive à la première fois à la présidence, parce que vous savez que Milo a eu des problèmes pendant la période d'Aïdjo. Oui, tout à fait. Et quand, je peux dire que c'est moi qui l'invite un jour à venir à la présidence de la République pour qu'on discute des problèmes de défense de sécurité, parce qu'il était chargé des problèmes de la protection civile à la délégation. C'était pas la haute personnalité. Tout à fait. Donc, etc. Donc, j'avais que des amis. Oui. Tout le monde pensait que j'étais du système. Et donc, quand je vais dans l'opposition, c'est la surprise générale. C'est un coup de tonnerre. Oui. Tout à fait. Quelques années après, je rencontre M. Akame Foumou, Oui. qui est un homme que j'aime bien, qui est un bon ministre, qui est un bon administrateur, qui a de très grandes qualités, je peux vous assurer. Il me demande, mais Victorin, en fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as... Pourquoi tu es allé dans l'opposition? Pourquoi tu es allé dans l'opposition? Hein? Je lui dis, oh, vous savez, hein? Il fallait que de l'autre côté, il y ait quand même des gens qui vous donnent, qui vous donnent le change, oui. hein? Etc., etc. Et que bon, un peu de jeunesse avec, j'ai cru que je pouvais... faire bouger les lignes. Voilà, que je pouvais faire bouger les lignes, etc. Mais ils n'ont pas. Même eux ne me le pardonnent pas jusqu'aujourd'hui. Alors, vous avez perdu quoi? Des privilèges? Vous aviez droit à quels privilèges? Vous les avez perdus? Quand j'étais à la présidence? Ah oui, bien sûr. Ou bien, quand même, vous avez beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Ils ne vous appellent plus? Ils ne veulent même plus me voir. Il y a des amis qui étaient au gouvernement à l'époque, mais quand on se rencontrait néanmoins dans les rencontres officielles, dans les réceptions, dans les ambassades, etc., parce qu'en ce moment-là, on était très, 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 très appuyé par un certain nombre de représentants diplomatiques. Mais ils se défilaient, ils ne voulaient même pas me saluer. J'étais obligé quelquefois de forcer, de dire que, mais comment, toi tu ne me salues pas? Parce qu'ils voulaient se défiler. Hein? Donc, non, bon, c'est les gens qui... Je crois que c'est les gens qui n'avaient pas compris le sens de toutes ces choses-là. Donc, mais vous étiez, oui, 90, vous avez participé à une émission Antenne Libre. Hein, voilà, Antenne Libre. Voilà, alors, on vous a vu dans cette émission qui parlait du multipartisme, les prémices du multipartisme au Cameroun, c'est qu'il fallait en penser. Oui. Comment cette émission vous a vu quand même un peu en difficulté? Non, je n'avais pas été en difficulté. Oui. C'est parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais encore en service à la présidence de la République. Et cette rencontre avait été désignée, c'est le président lui-même qui a demandé à CRTV d'inviter moi, il y avait le professeur Lep, il y avait Coca, oui. Il y avait, je crois, une troisième personne. Nous étions tous des jeunes intellectuels. Là, c'est le président qui leur a demandé de prendre notre point de vue sur le multipartisme. Parce que c'est au moment où se créait le multipartisme et que le RDPC avait manifesté contre le multipartisme précipité, que le président dit, mais il dit ça, bah, dites à demandez à ces jeunes-là qui vous donnent leur point de vue. C'est comme ça que nous arrivons à cette émission. Et au cours de l'émission, Albert Mbida dit, mais Ameni, toi, tu es au secrétariat permanent, qu'est-ce que tu sais de la mort de Mpondo? Oui, voilà. Pondo qui était directeur général je crois que c'est des hydrocarbures. Des hydrocarbures, oui. Voilà. Qui a été assassiné. Qui a été assassiné avec sa femme et son enfant. Oui. Ah, moi, ça m'a révulsé. Oui. Je n'ai pas pu tenir. Et je lui ai répondu, si c'est le président qui vous a dit ça, allez lui dire
qu'il ne connaît pas les structures de services qui sont sous lui. Je dis ça en pleine télévision. C'était... mais vous savez, c'était à l'époque où, quand on disait Monsieur Paul Biya, président de la République, il fallait... Chef de l'État. Chef de l'État. Alors quelqu'un qui vient, un de ceux qui dit, le président, et etc. quelqu'un qui travaille à la présidence. Voilà. Ah oui, qui le dit quand même. Ça, c'est ça qui a... Alors c'était quoi? C'était une accusation oui, c'était une accusation forte. Qui supposait quoi? Que vous auriez su... Oui, ça veut dire il dit que c'est le secrétariat, que c'est au secrétariat permanent qu'on a orchestré l'assassinat de Pondo. Oui. Et bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vérifié, j'ai compulsé les documents de ce secrétariat permanent et même les archives de la présidence. Je n'ai jamais eu cette opinion de cette manière-là. Et en plus, j'ai dit, mais comment? Moi, j'arrive au Cameroun en 81, 80, et Pondo est mort, je crois, en 75, 76. En ce moment, je suis encore étudiant à l'étranger. Comment on peut venir m'accuser? C'est pas parce que je travaillais au secrétariat permanent à la Défense nationale qu'on doit mettre une accusation aussi grave sur mon dos. Hein? C'est pour ça que j'ai réagi avec beaucoup de vigueur. J'ai dit que non, vraiment, monsieur Mbida, etc., etc. Lui-même, il s'en souvient aujourd'hui, quand il me voit, il rigole. Ah bon. on est restés de bons amis. Et les suites de cette émission, c'est quoi au palais? Comment est-ce qu'on a apprécié ça? On ne vous a pas... Non, oui. Non. On ne m'en a pas tenu rigueur. Oui. Non. Après, comme je vous ai dit, j'étais dans les voyages aux États-Unis, j'étais ceci dans les services de sécurité, parce que, bon... Donc, j'ai pas... De ce côté-là, j'ai pas... Oui. Je dois dire que la décision d'aller dans l'opposition, c'est une décision personnelle. Et sans aucune contrainte. Hein? Au contraire, j'ai perdu beaucoup de choses que j'aurais pu... Je vous assure que si j'avais été là, je serais ministre depuis belle lurette, depuis fort longtemps. Si puisque de temps en temps, d'après certaines informations, le président prenait des nouvelles et dit « Ah, qu'est-ce qu'il est devenu, etc. etc. » Bon, donc, comme si j'étais allé de l'autre côté. Oui, tout à fait. Et même après, oui. J'ai été invité par René Ona à sa demande du président pour savoir si j'étais prêt à être ministre. Non, pas à intervenir, travailler avec ces gens. Là, nous étions après 90, là. Oui, c'est longtemps après 90. C'est longtemps après les villes mortes. Après, vous avez décliné l'offre? Je n'ai pas donné un oui massif, plein massif, parce que habituellement, quand c'est comme ça, tout le monde est dans tous ces états. Vous savez, moi, c'est comme je disais à notre ministre, chacun est né comme il est né. Hein. Oui. Hein? Il y a des gens qui apprécient beaucoup d'autres choses. Et dernièrement, encore il n'y a pas longtemps, quelqu'un certainement qui est du côté du pouvoir, il vient, il me dit, bon, monsieur Amini, etc., est-ce que vous êtes prêt à discuter avec le RDPC pour que, etc., bon, voilà, c'est ce qu'on... Vous savez ce que je lui ai répondu? Je n'ai pas envie d'être ministre. Et lui a dit tranquillement, je ne veux pas être ministre. À la limite, j'aurais aimé être membre du Conseil constitutionnel. Malgré ça, ça n'a pas été bon. C'est une péripétie de la vie. C'est un choix. Hein. J'ai refusé. C'est au moins 3-4 fois. Bon. Alors, vous avez les années 90, c'est naturellement le retour au multipartisme. Si l'on devait choisir l'un des grands temps forts, c'est la présidentielle de 92. La première après le retour au multipartisme. Tout à fait. Alors, Akeremouna, qui est candidat à l'élection présidentielle 2018, a déclaré récemment que Frundi avait remporté cette élection. Vous étiez proche de Frundi aussi, hein, à un moment donné. Je ne sais pas, j'étais la cheville ouvrière de cette élection, puisque j'étais le directeur de campagne de l'Union pour le changement, qui a soutenu la candidature de Frundi. Alors, donc je peux vous assurer que les résultats, au fur et à mesure qu'ils tombaient, j'avais la permanence de l'UFDC était à Tchinga. Et c'est là-bas que toute l'opposition se réunissait pour... on avait les résultats. Nous avons battu le RDPC. Frundi a battu Paul Biya. Pour précis, pour ce qui est de la présidentielle. Oui, c'est la présidentielle. Octobre 92. On les a battus. Hein?
Mais on était surpris, après il vient 31% pour Paul Biya, 35% pour 23%, Paul Biya, 39% pour Paul Biya, 35% pour Froundi. Donc, je confirme que ce que dit Akere, c'est vrai. Nous avons battu, et même les représentations diplomatiques. J'étais au centre de tout ça. Oui. Ils appelaient, ils nous ont donné leurs informations. Et je peux vous dire, quand les premiers résultats tombaient, oui, beaucoup de gens du régime actuel, là, ceux qui font, du bruit, là, hein, je veux citer le nom de personnes, mais ils sont nombreux, ils se reconnaissent, qui sont venus me trouver à Tchinga pour me dire, ah, président, vous avez bien fait, parce qu'on avait gagné. Donc ils étaient bien en train de négocier leur aliment. Comment? Ils retournaient tranquillement là-bas. Il venait mettre président, etc., ceci, cela. Je ne veux pas citer jusqu'à certaines autres personnalités du système actuel. Hein, je vais faire du tort à personne. Oui. Donc, ça, c'était quelque chose qui a été avéré. Hein? Et quand on me voyait... Mais je vous dis, il y a eu un meeting le 11 octobre. Au stade Omnisport. Au stade Omnisport. Oui. C'est là qu'il fallait voir la puissance de... Et ça, c'était l'image de ce qui s'est passé à Douala, à Garoua, par-ci, par-là. On les a tranquillement battus. Mais, comme ils avaient encore les rois du pouvoir, ils ont simplement modifié les résultats. Après, ils disent qu'ils ont gagné. Et on nous renvoie dans l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Donc, je peux vous assurer que de ce côté-là, il y a... Donc, quand j'entends certaines personnes de l'opposition aujourd'hui, même de SIF, donner du résultat, reprendre les résultats du pouvoir de l'époque, je dis qu'ils n'ont rien compris à la chose. On ne peut pas dire qu'ils soient restés au pouvoir, on le constate. Mais dire qu'ils ont gagné les élections, pas du tout. Ils n'ont pas gagné, nous l'avions gagné. On avait intitulé ça notre victoire volée. Et c'était une vérité. Donc, voilà comment se passe l'élection de 92. Et cette élection-là, les gens nous demandaient que l'opposition se mette ensemble, parce que pendant longtemps, de 90 jusqu'à l'élection de 92, on avait une opposition forte dans ce pays. On avait, quand on faisait un meeting avec Eboa, moi, tous ces gens-là, etc., Kodok, Kodok, je me rappelle quand Kodok a eu une réunion à Bamenda, on avait, au sein de l'opposition, on avait dit que personne ne doit prendre des contacts avec Biya. Et Dika Akwa est parti rencontrer le président. Et nous avons décidé au sein de cette opposition-là, de l'Union pour le changement, de l'expulser de l'Union pour le changement. Et je me rappelle Kodok était avec nous à une réunion à Bamenda. Il nous a dit, ne faites pas ça, ne chassez pas l'UPC de l'Union. Parce que si vous le faites, ce sera une erreur grave. Si vous le faites, vous nous retrouverez le lendemain de l'autre côté. Il m'a dit, au cours de réunion, on était assis côte à côte. Et malgré cela, on s'est entêté, on a exclu Dika Akwa et ça a mis en route le processus qu'on a connu de l'intégration de l'UPC avec le pouvoir. Donc avec le recul, vous dites que Kodok avait raison. Vous ne l'aviez pas vu cela comme ça. Vous savez, le jeu qu'il a joué après, avec MDR tout à fait, vous comprenez que si on était resté dans une opposition vraiment soudée, si on était allé dans cette sélection ensemble, on aurait eu une opposition et il n'y aurait pas eu le renversement que l'on a connu, ou l'UNDP... Lors des législatives de 92. Voilà, où l'UNDP allait, etc. Donc, je pense que si on était... Et cette désunion de l'opposition, c'est ça que nous ressentons jusqu'à aujourd'hui. Parce que après les élections après les présidentielles de 92, M. Eboa et moi, qui étions les principaux soutiens de la candidature de Froundi à l'élection de 92, nous allons à Bamenda rencontrer Froundi pour lui dire que bon, nous avons gagné les élections, nous avons été volés,
Mais il faut que nous maintenions l'union, qu'on maintienne ce pacte qui était très très fort pour aller aux législatives. Floundi nous dit, allez voir mes collaborateurs dans les différentes sections de SIF. Mais nous lui disons, mais mon Dieu, si vous avez bien vu là, l'élection qu'on vient de perdre, c'est grâce à nous qu'on a ce score, c'est nous, on a travaillé ensemble. Et tu ne veux pas te permettre de nous dire d'aller voir tes subalternes pour régler un problème qui doit se régler. Voilà là où commence le désaccord de l'opposition. Vous trouvez qu'il vous prend de haut? Vous trouvez qu'il estime que la victoire, le mérite du score qu'il fait en 92, lui est simplement est propre à sa seule personne? Oui, pour un temps, il le pensait. Et il y a eu toujours au sein du SIF disons, une vision un peu hégémonique de qui? Des partis politiques. C'est-à-dire que c'est le parti le plus important. Oui. C'est lui qui doit gouverner, c'est lui qui doit être là. Tout le monde doit s'impéoder à ce parti-là. Mais les résultats semblent lui donner raison, non, pour ce président bien. Le SIF a toujours été quand même... Oui, mais il n'est pas seul. Oui. Quand on dit que vous êtes hégémonique, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Ça dit que vous êtes certainement le plus fort. Oui. Et c'est vrai, nous le contestons. Personne ne l'a contesté. C'était le parti le plus populaire de l'époque. Et c'est même pour ça que nous l'avons choisi comme notre flag bearer, comme on disait à l'époque, notre porte-drapeau pour aller à l'élection présidentielle. Mais est-ce que ça veut dire que nos partis n'existaient pas? Et que quand on doit discuter avec elle, tu dois tellement dire, ah bon, si vous voulez, allez vous mettre en rang dans mon parti, puis quoi encore? Non, c'est ça où il y a cette incompréhension. Et ça se ressent jusqu'aujourd'hui. Il faut changer ce point de vue. Et je dis, un général, quand il va à la bataille, certes, il a le plus gros des troupes, mais quand il a même un de ses soldats qui a peut-être été blessé, mais qui est encore valide, il essaie de le soigner pour le remettre au front. Il ne dit pas, bon, ben, celui-là, c'est fini, qu'est-ce qu'il est par rapport à mes troupes, il n'est rien. Non, c'est une mauvaise politique, c'est une mauvaise vision des choses. Donc, quand il y a eu ça, on lui a dit que non, c'est pas comme ça. Certes, on est allé à cette élection-là. Il a gagné par-ci, par-là, mais on sait où on en est aujourd'hui. C'est que pour refaire cette opposition, comme on l'avait fait en 90, c'est extrêmement difficile aujourd'hui, voire impossible à mon sens. Parce que je connais tout ce monde-là. Il manque quoi? Il manque quoi pour refaire ça? Non, il n'en manque pas. Il y a un ego démesuré des uns et des autres. Déjà en 90, quand il faut choisir le candidat de l'opposition, moi, directeur de campagne, j'ai fait le tour de tous ces leaders. Directeur de campagne de front de l'Union pour le changement. Oui, tout à fait, du candidat. À ce titre, je fais le tour des partis politiques. Je vais voir Bello, oui, qui est résident à ce moment à l'hôtel Mancel. Je vais voir Ndam. Je vais voir qui d'autre qui était encore... Kodok. Non, je n'ai pas rencontré Kodok. Oui. Je vais voir tous ces gens-là. Je leur dis, vraiment, il est clair que si vous savez le jugement qu'ils ont posé sur Floundi, certains disaient, mais Flamini, tu veux te mettre derrière un illettré comme celui-là tranquillement, hein? Ouais, je dis non, je ne peux pas me mettre derrière un illettré comme ça. Vraiment, comment il peut... Il a dit que non, il ne s'agit pas de ça maintenant, il s'agit de voir qui est le plus populaire, qui peut nous conduire à la victoire. Oui, mais là, Ekindi était avec vous quand même. Ekindi était d'accord avec vous. Jean-Jacques Ekindi. Non, Jean-Jacques Ekindi est venu très longtemps après. En 92 quand même. Ouais. Il était candidat à cette élection, mais qu'est-ce qu'il vous a dit à ce sujet? En tout cas, je n'ai pas rencontré Jean-Jacques. Ah, vous ne l'avez pas rencontré? Je n'ai pas rencontré. Non, Samuel Ebois, après la scission de l'UNDP et la création du MDP, absolument. Le père Ebois est un opposant fidèle. Vous comprenez? Il n'a pas... Pour avoir la candidature de l'opposition, les autres sont défilés.
Bello, Ndam, ils sont chacun dit ah, non, celui-là. Bello me dit, mais Ameni, j'ai l'impression que tu as eu beaucoup de discussions avec Fundi là. Il t'a promis quel poste, etc. Je lui ai dit qu'il ne s'agit pas de ça. Gagnons d'abord, on verra après. Donc c'est pour. Quand ils ont dit ça, ils ont dit non, on ne peut pas, etc. Et il y a moi et M. Ebora qui sont restés dans l'Union pour le changement. Mais c'est d'autres partis aussi. Nous sommes restés fidèles. Garga aussi. Hein? Garga Manadji. Garga est venu très longtemps après. Il est venu longtemps après. Quand on était pratiquement en campagne. C'est en ce moment-là. Après avoir démissionné. Voilà. Il démissionne. Quand Garga avait son idée, quand il a eu cette déception là, au ministère de la fonction publique, etc., et qu'il décide de démissionner, il m'invite chez lui, tout d'un dîner, etc., patati, patata, bon, etc., mais etc., savoir si je peux soutenir sa candidature. Je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce qu'il vient à quelques d'abord il sort du pouvoir, et il vient à quelques encablures seulement de l'élection, etc., qui est derrière lui, etc., patati patata, et il vient déjà dans une union pour le changement que nous avons déjà bâti avec beaucoup de difficultés, etc., etc. Bon, quand il voit que la candidature n'est pas aussi forte qu'il le pensait, il vient, il va voir Fundi disant bon, je veux, et le Fundi le nomme directeur adjoint de la campagne. Voilà la réalité des choses. Donc, tu vois, cette opposition-là, l'idée principale sur la communauté, si on l'avait gardée, si on ne l'avait pas disloquée, je crois qu'on aurait apporté le changement que l'on a promis aux Camerounais. Hein? Parce que, et il faut revenir en arrière, nous n'étions pas à l'élection présidentielle, législative. Vous savez que l'opposition a boycotté l'élection législative directement suivant le... Pourquoi? Nous disions pendant toutes les années d'opposition que nous voulons d'abord apporter le changement dans ce pays. Hein? Nous voulons mettre un système électoral transparent, nous voulons, etc., etc., avant les élections. Toute élection qui se ferait avant ne serait pas réellement démocratique parce qu'il n'y a pas tout ce travail qui est fait. Survient l'élection de 92. On est devant le dilemme. On a dit aux gens, on a dit aux populations camerounaises, nous ne participerons pas on disait, nous ne participerons à aucune élection encore tant qu'il n'y aura pas ce changement. Et l'élection vient, il fallait qu'on aille. Nous, à l'UFDC, nous avons dit non. Nous avons dit aux Camerounais, ceci, ce n'est pas arrivé, nous attendrons. Tout à fait. Ça nous a peut-être coûté très cher jusqu'à aujourd'hui, mais nous avons tenu parole. Nous avons dit quelque chose et nous on a tenu. Alors, voilà. Alors, merci pour tous ces éclairages qui concernaient la vie politique du Cameroun dès les années 90. Mais un autre point de cet entretien, Victorin Ameni-Biele, c'est l'unité nationale du Cameroun. Nous sommes à la 46e édition de la fête nationale du Cameroun cette année, après le référendum de 1972, qui a fait passer le Cameroun d'une république fédérale à un État unitaire. Alors, la question de l'unité nationale, on en parle beaucoup avec la crise anglophone. Comment voyez-vous tout cela? Est-ce que pour vous, c'est une unité, s'il fallait noter sur une échelle, elle est toujours en construction, imparfaite ou alors en voie d'être parfaite? Je commencerai par dire que la notion d'unité nationale a subi, disons, un grand revers après le départ du président Ahidjo. Parce que quand le président Ahidjo est là, l'unité nationale est la prunelle des yeux de tout le système politique. Vous ne pouviez pas utiliser certaines activités, vous ne pouvez pas
dire des choses qui allaient à l'encontre de l'unité nationale sans que ça ne vous coûte rien. Donc il n'y a aucun Camerounais, notamment ceux du régime, ceux qui au pouvoir, tout le monde faisait attention par rapport, je dirais que c'était la colonne vertébrale du régime camerounais. Vous ne pouviez pas être dans le régime, mettre un fonctionnaire et mettre en cause d'une manière ou d'une autre l'unité nationale de ce pays. C'est pour ça que le président Ijola a bâti son régime là-dessus, avec des orientations comme l'équilibre régional, etc., etc. Et cet équilibre régional était, bon an, mal an, maintenu. On faisait de sorte que tout Camerounais, vraiment, progressivement, devait se sentir chez lui au Cameroun. Par exemple, à l'époque, vous ne pouviez pas, vous ne pouviez pas, ce qu'on a mis dans la Constitution de 96, hein, soi-disant, oui, les autochtones. Voilà, les autochtones et les allogènes, vous ne pouviez jamais entendre ça du temps du régime. L'unité nationale, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui avait été cher payé. Vous vous rappelez, on fait le congrès de Fumban. Oui, 61. 80, la conférence de 61. 61. Pour mettre en place le régime fédéral. Il y a d'un côté les gens qui disent qu'il faut aller à la fédération et les autres qui disent que non, allons directement au système d'État unitaire. Finalement, l'option fédérale obtient l'assentiment des uns et des autres, des gens du Cameroun occidental et des gens du Cameroun oriental. Et on va en octobre 61, on va à la réunification des deux Camerouns. C'était sur un accord. Parce que j'entends aujourd'hui les gens disent que non, etc. Ou bien les exégètes disent non, il n'y a pas eu d'accord, il y a des accords, c'est entre les États, etc., etc. Je dis, des gens, vous avez donné votre parole. Vous donnez une orientation. Vous ne pouvez pas remettre cette orientation-là en cause sans discuter avec les gens avec qui vous avez été d'accord au départ. Donc, je pense qu'il avait été nécessaire qu'une autre rencontre se fasse pour qu'on soit encore d'accord si on va... Et vous savez que dans la Constitution de 61, il était prévu que la forme fédérale de l'État ne peut pas être dissoute. Absolument. On dissout ça. Le président Aïdjo, d'un tour de main, un bon matin, il se lève, il dit que bon, on va passer... de l'État fédéral à l'État unitaire. Il fait une rencontre. Ah oui, attends. Il fait une rencontre d'abord. Il réunit les gens de son parti au siège du RDPC qui se trouve là-bas à la boirie municipale. Et après ça, dans l'après-midi, il ramène tout le monde à l'Assemblée nationale et il déclare devant l'Assemblée nationale qu'on va passer du système de fédération à système unitaire. Le but en blanc. Et qu'on aura le référendum de 72. Je veux vous dire, personnellement, en 72, j'étais encore étudiant, j'entrais à l'université tout jeune. J'ai voté contre la République unie. Pourquoi? Parce que je me disais, si vraiment nous sommes de bonne foi, nous venons de faire une réunification avec nos frères anglophones. Nous ne pouvons pas leur dire de venir se diluer dans la masse du Cameroun, dont ils forment à peu près 15 à 20%. Oui. Si on le fait, ça veut dire qu'on veut que leur culture, que leur manière de faire, que leur histoire soit dissoute, disparaisse. Donc, personnellement, en tant que jeune étudiant, j'ai voté contre la République unie. Ça m'a coûté parce que... Ah bon, on l'a su? On a su que vous avez voté contre. Voilà comment on a su. Dans le bureau de vote où je me trouvais, il y avait une urne. Et on avait fait à côté un isoloir. Et je ne sais pas que ces gens
à l'isoloir, Il y avait une caméra. ils avaient un trou en haut et il y avait un gars du Sénat qui était caché. Ah bon. J'arrive alors dans le bureau, j'arrive là-bas, je prends le oui, je plie, je mets dans l'enveloppe. Et le non, je mets dans l'enveloppe. Quand je veux mettre dans les urnes, quelqu'un intercepte le truc. Ouais. Il intercepte, il dit, ah, tu as voté contre. Contre. J'ai dit, j'ai voté contre. Ah ben, j'étais jeune, hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, heureusement pour moi, et vous savez, c'est à l'époque où le système était encore, disons, à la limite sauvage. Heureusement qu'il y avait parmi eux, parmi les gens du renseignement là-bas, quelqu'un qui me connaissait un peu loin, qui a parlementé pour qu'on me laisse. On m'a dit, oh, il est très jeune, etc. Patati, patata, on m'a libéré. Donc on ne m'a pas amené à la BMM et tout ça pour me torturer. Donc c'est dire que j'ai un sentiment fédéral très très fort. Nous ne pouvons pas le laisser. Les anglophones, ils ne le seront jamais. Ils ne vont pas accepter de se diluer dans la majorité, francophone. Il faut qu'on leur donne une certaine spécificité. Et je pense que si ça avait été négocié, et je veux dire quelque chose, pendant ce temps, beaucoup d'anglophones, ils ont voté pour la République unie sans autre forme, Je n'ai pas entendu, il n'y avait pas de voix discordante. La seule voix discordante qu'on a entendue à l'époque, c'était celle de Bernard Follon. Oui, Bernard Follon, le professeur Bernard Follon. Le professeur. C'est lui qui a mis une petite bémol, qui a dit oui, ceci, cela, mais voilà, etc., etc. Il faut que... Les autres sont allés tranquillement. Je ne veux pas citer les gens... Tandemuna, John Gulfoncha, Endele, tous ces gens-là, ils étaient là, ils n'ont pas dit, ah, ça c'est pour nous un cas de... C'est un casus belli. Un casus belli. Mais ils n'ont pas dit. Tout le monde a acquiescé parce qu'on avait peur du président Ahidjo. Mais alors, si vous avez peur du président Ahidjo, hein, bah, il vous donne le régime qu'il préfère et il vous dit, donc, cette manière de faire, que je dirais un peu cavalière, n'a pas été très très bonne. Mais alors, Ahidjo le fait, mais alors comment est-ce que comment vous pouvez comprendre, quelle lecture faites-vous de l'attitude du régime actuel qui dit le Cameroun est un État unitaire, indivisible, on ne revient pas dessus? Est-ce que c'est une attitude correcte? Si on parle de l'unité nationale aujourd'hui, vous dites-vous qu'il faut une discussion. Mais pourtant, on n'en entend pas parler. Oui, oui. Je veux dire quelque chose. Notre position vient de loin. On a parlé des années 90. Parmi les revendications de l'opposition dans les années 90, il y a ce que nous avons appelé la conférence nationale souveraine. Tout à fait. Qui a été rejetée, refusée totalement. Nous disions, nous sortons de 25 ans de régime dur, répressif, etc., etc. Il est nécessaire que tous les Camerounais qu'on se mette ensemble pour voir comment nous allons mettre en place les fondements d'un nouveau système. Pas d'exclusif. Tous les problèmes, on pourra les discuter, mais mettons-nous ensemble. Parce que si nous continuons avec le legs du passé, nous allons compter les résultats que nous avons jusqu'aujourd'hui. Le président a dit, ah, ça c'est sans objet. Et aujourd'hui, on est sans objet. Je crois que c'est un tort. C'est un tort. Il faut discuter. Vous n'avez pas eu l'idée qui est... on ne va pas la jeter pour vous. Il faut discuter. La question il faut discuter. Inclusif dont on parle. Il faut discuter. C'est pour ça que quand nous disions qu'il faut se rencontrer, c'est-à-dire qu'il faut discuter. Il faut que chacun apporte. Il dit, moi, nous avons fait jusqu'ici ce chemin. Voici ce que je n'apprécie pas dans ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui. Hein? Les anglophones auraient dit, ah, vraiment, vous nous avez supprimé notre fédération, comment on fait comment pour que, etc. On aurait posé le problème et on aurait eu une solution consensuelle.
ou bien on refait la fédération, ou bien on fait la décentralisation comme on connaît aujourd'hui. On n'a pas fait cela. Et c'est ça qui revient. C'est ça qui nous revient. Ce qui nous revient, c'est les problèmes qu'on a occultés pendant ce temps qui reviennent aujourd'hui. Les gens posent des problèmes. Ils posent des problèmes aujourd'hui parce qu'ils savent qu'ils sont dans une période, mi-transition, mi-fin de règne, etc. Ils posent des problèmes parce qu'ils viennent à la surface. Voilà. Tous ces problèmes reviennent à la surface. Pourtant, si on avait discuté de ces problèmes-là depuis fort longtemps, on serait passé. Bon, nous avons les gens aujourd'hui qui sont au pouvoir et vous disent que c'est l'État unitaire qu'il faut et qu'il n'y a pas d'autre manière de faire les choses. Bon. Et encore, s'ils avaient respecté la constitution qu'ils ont eux-mêmes mis en place en 1996, à savoir que nous allons aller dans un État, disons, unitaire, décentralisé. On ne serait pas là aujourd'hui avec le problème anglophone. Les anglophones auraient eu deux régions dans lesquelles ils prendraient leurs décisions, etc. On ne l'a pas fait. L'État unitaire décentralisé a deux piliers importants. Le premier, c'est le législatif local et l'exécutif local. C'est-à-dire que les pouvoirs qui partent de Yaoundé, que ça parte localement. Que les gens prennent les décisions localement sur les problèmes qui les concernent. Mais je ne vois pas en quoi ça va affaiblir un État central. C'est simplement parce que les gens se tapent le torse et disent « Ah, ben, de son pouvoir, nous ne pouvons pas. » Et si on l'avait fait depuis 1996, ça fait combien d'années là, on aurait réellement avancé. On vous dit « Ah oui, l'État, mais la décentralisation avance, etc. etc. » J'en ai entendu quelqu'un, je ne sais pas, votre émission, mais il disait, je pense, il dit la décentralisation avance. Mais je dis la décentralisation avance en attendant. Une commune ne peut pas faire un conseil municipal sans l'avis du préfet. Il ne peut pas prendre une décision sans l'avis du préfet. Si le préfet n'est pas d'accord avec la décision, il casse la décision. Non, c'est parce qu'il faut que le pouvoir local ait un vrai pouvoir qui puisse décider des problèmes de leur région. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que si on avait fait ça depuis 1996, je crois que les anglophones n'auraient pas de raison aujourd'hui de dire que revenons à la fédération ou bien, etc., ou bien de prendre les armes pour aller combattre le régime au pouvoir. C'est parce que nous n'avons pas tenu nos promesses. Et ça fait la deuxième fois. La première fois, on fait la réunification, on dissout sans demander leur avis. La deuxième fois, on dit on va mettre la décentralisation en place. 24 ans après, ce n'est pas fait. Alors, vous comprenez? Vous comprenez qu'il y a de l'amertume. Même s'ils n'ont pas fait avant, tout le monde savait que c'est un problème. Et beaucoup d'anglophones qui s'agitent aujourd'hui pour dire « Ah, le système décentralisé ». Je vous assure, c'est des faux jetons. Ah, c'est des faux jetons? Ah oui, pour la plupart, c'est des faux jetons. Quand vous discutez avec eux, ils sont tous des fédéralistes. Ah oui? Ah oui. Mais en public, ils disent le contraire. Voilà, en public, vous dites que non, puisque le président a dit c'est la décentralisation. Oui, vous savez, la décentralisation, à la limite, ils critiquent même leurs frères qui demandent le fédéralisme, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont tous au moins fédéralistes. Je dis au moins fédéralistes. S'ils ne sont pas, non, je ne dirais pas qu'ils sont sécessionnistes. Non. Oui, pour la plupart, ils sont fédéralistes. Oui. Vous comprenez? Donc il faut le dire. Même si ça va vous coûter quelque chose. Vous comprenez? On revient encore à la situation de 72. Avec les Poncha, les Ndélé, les autres qui nous disent qu'ils n'ont pas le courage de dire non, vraiment, ce que nous voulons, c'est la fédération. Vous comprenez? Oui. Et c'est Kennedy qui dit qu'il faut avoir du courage en politique. Quand vous avez quelque chose qui vous prend, vous savez que c'est quelque chose qui vous est intrinsèque. Vous prenez le courage pour dire non. Même comme vous nous forcez à faire telle chose-là, nous ne sommes pas d'accord. Vous comprenez? Et c'est ça qui manque à beaucoup de Camerounais, et notamment à nos frères anglophones. Aujourd'hui, ils voient des gens aller en brousse, etc., etc. On coupe assis, dit que c'est là.
Mais vous croyez que tous ces gens qui sont en brousse, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, les gens ne savent pas là où ils sont? Ben, ils savent très bien. Ils savent très bien. Ils le savent bien, mais ils ne vont pas aller dénoncer leurs frères, ils ne vont pas aller dénoncer des gens qui portent un idéal qu'eux-mêmes ils partagent. Voilà, c'est donc je dis l'unité nationale. Donc l'argument selon lequel Kamad Ouattara avait avancé et que certains ont souvent repris ces temps-ci, que la fédération avait coûté cher, comment il vous paraît pertinent? Oh, vous savez, hein, avec l'argent qu'on dépense à faire autre chose, je crois que ça n'aurait pas, cet argent aurait permis de financer la fédération. Et encore, c'est des questions de principe. Hein? Mais c'est le général de Gaulle qui dit que l'intendance, un grand homme politique, il ne s'occupe pas tout à fait des problèmes d'intendance. Absolument. Hein? Il s'occupe d'abord des vrais problèmes. L'intendant suivra, comme il disait le général de Gaulle. N'importe comment on trouvera des moyens pour faire cela. On trace la grande ligne. Oui. On la suit. Voilà. Et l'intendant suivra. Oui. Donc, quand on nous dit que ça coûtera cher, certainement, qu'est-ce qui ne coûte pas cher? Il y a des institutions aussi qui sont inutiles, qui nous coûtent cher, mais elles sont là. Hein? Je prends le Sénat. Le Sénat, il sert à quoi? Aujourd'hui, là. Zéro. À zéro. Ça ne sert à rien du tout à dépenser l'argent dépenser l'argent public. Alors que les gens disent que non, ce que nous voulons prendre les décisions qui concernent chez nous, à partir de nos réalités, etc. Vous leur dites que ça coûte cher? Non. Nous allons terminer cet entretien par les élections 2018 au Cameroun. D'abord, on a terminé avec le Sénat. On vient de vous entendre dire que le Sénat ne sert à rien. Donc peut-être il ne vous servira à rien de commenter ces résultats qui ont donné une large victoire, une victoire du RDPC. Alors la présidentielle 2018 maintenant, vous pensez que le président Biya doit y aller encore? Ou bien, comme on l'appelle, à se présenter? Oui, avant d'y aller, parler un peu du Conseil constitutionnel. Oui. Parce que c'est la cheville ouvrière aussi de notre système. Je pense que, encore là, le président Biya a raté le coche. La constitution du Conseil constitutionnel aujourd'hui ne reflète pas disons, la diversité. On me dira qu'un conseil, ce n'est pas une assemblée nationale. Mais quand même, on a besoin de savoir que il y a un certain nombre de forces qui s'équilibrent au sein de cette institution-là. À l'image des autres institutions en place aujourd'hui, c'est une institution que j'appelle partisane. Parce que là-dedans, il n'y a que les gens du RDPC. Mais il y a quand même M. Paul Cuy du SDF. Oui, lui. Ouais, un singleton, dans une... Qu'est-ce qu'il va bien dire là-dedans? Hein? Quand 11 personnes, 10 personnes prendront une décision, tu viens tout seul dire que non, je ne sais pas, ça ne sortira même pas, on ne saura même pas que tu as posé cette question. Mais pour le bon fonctionnement de notre pays, je pense qu'il aurait fallu un conseil constitutionnel un peu plus équilibré. Même si ce n'est pas 50-50, mais que les gens qui ne se sentent pas dans la politique actuelle, qu'ils soient suffisamment représentés là-bas pour donner le voix. C'est pour ça que je pense que, et ça c'est une question de politique, il faudrait que nous approfondissions notre système. Je crois que le système que nous devons mettre en place ensemble doit être un système plus unanimiste que ce que nous avons aujourd'hui. Unanimiste, ça veut dire quoi? Il y a certes une majorité, il y a des gens qui sont plus nombreux, mais la voix comme on peut appeler des sans-voix ou bien des gens qui sont minoritaires, doit être entendue et représentée. Davantage de consensus. Oui, consensus. Oui. C'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Si on dit simplement, les plus forts, on gagne, on rafle tout, les autres n'ont rien, nous aboutirons toujours, avec le système que nous avons aujourd'hui, toujours opposition. Quand vous avez dit quelque chose, je viens dire le contraire, etc., etc. Donc je pense que ce Conseil constitutionnel n'est pas suffisamment équilibré. Et même la manière de les désigner. Oui. Les textes disent que le président de l'Assemblée doit désigner la Cour suprême, le Sénat, etc., etc. Mais nous nous sommes rendus compte que c'est le président qui a désigné tout le monde.
Est-ce qu'au point de vue de la forme, c'est déjà ça. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, pour la présidentielle 2018, le président il doit y aller comme ses partisans l'appellent? Non. Vraiment, si le président Biya pouvait écouter ma petite voix, qu'il a peut-être connu dans le temps, qu'il laisse tomber cette histoire. Ce n'est pas que parce que certaines personnes ont des intérêts immédiats qu'il soit là, qu'il doit se maintenir. Il faut qu'il pense que le Cameroun de demain doit être un Cameroun quelque peu différent de celui que nous avons aujourd'hui, qui ne s'accroche pas. Le président Idjo, à un moment donné, il s'est senti, pour une raison ou une autre, il a dit « Ah non, je cède, je donne, je laisse là. » Mais c'est un bon exemple que le président doit prendre. Tout le monde le sent fatigué. Les gens ne le diront pas. Mais tout le monde, moi quand je le vois, je ne suis pas le président, bien que j'ai connu il y a 20-30 ans. Tout le monde. Mais parce que certaines personnes veulent encore avoir les avantages du pouvoir, on doit se servir de lui pour ça, et il doit accepter. Moi je dis qu'il doit avoir son courage, encore du courage en politique. Et du côté de l'opposition, nous allons terminer par là, du côté de l'opposition, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des figures qui se dégagent, Akeremouna, qu'on a déjà vu, qui a annoncé sa candidature, Joshua aussi au SDF, Frunzi a quand même tourné une page. Là, c'est un pas. Et puis il y a des jeunes comme Cabral Libi. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Globalement, je pense qu'on va à une élection pour la gagner. Et il faut aller à cette élection dans ce but-là, quand certaines conditions sont réunies. Vous savez pourquoi l'opposition a mobilisé beaucoup de gens dans les années 90? Parce qu'on était dans une période charnière. On passait du système parti unique à système pluraliste. Et les gens se disaient, ah, on peut changer. Aujourd'hui, sommes-nous dans cette condition-là? Est-ce qu'il y a, nous sommes-nous en période charnière? Est-ce qu'on est passé, si, par exemple, pour dire la question, si le président Biya n'est pas candidat aujourd'hui, nous arrivons encore à cette période charnière. Parce qu'il y a un événement important qui s'est produit et les gens seront mobilisés. Ils vont dire, ah, mais enfin, il faut que ce changement-là arrive, parce que les gens sont majoritairement pour le changement. Mais comme ils sont dans une superstructure qui les maintient, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, je demande à cette pléthore, je pose une question à cette pléthore de candidats de l'opposition. Maurice Kamto aussi, bien sûr. En commençant même par lui. Est-ce qu'il pense que nous sommes dans une période charnière? Est-ce qu'ils pensent qu'avec la candidature de Paul Biya, ils peuvent battre Paul Biya aujourd'hui? Moi, je n'en suis pas convaincu. Je n'en suis pas du tout convaincu. Ils ne vont pas non plus demander à... De mon expérience d'homme politique, je n'en suis pas convaincu. Certes, chacun doit dire, je peux battre Biya, je peux battre Biya. Mais tu veux battre Biya comment et où et de quelle manière? Se posera alors le problème de l'union pour l'opposition, que les gens se mettent ensemble. Okay. Parce que, une autre inflexion. Vous voyez, quand on va à l'élection, là, quelqu'un s'en va pour accompagner l'autre. Quand je me mets derrière toi pour aller à l'élection, c'est parce que j'estime que si tu gagnes, j'aurai des positions de strapontin. Alors, si je ne suis pas sûr que tu vas gagner, quel intérêt est-ce que j'ai à me mettre derrière toi? Voilà la question. Il faut résoudre cela. Ou bien je ne vais pas pour gagner, et ce que beaucoup, je suis sûr que ce que beaucoup le savent, je veux peut-être aller pour avoir une position future plus confortable. Mais dans ce cas-là, il faut que je le dise. Hein? Pas dire je vais aller battre Biya, je vais aller battre Biya. Le système électoral, il est ce qu'il est. Tout est entre les mains, et notamment les moyens de l'État.
sont entre les mains de quelques individus. Et vous me dites que vous allez, par-dessus cela, battre bien l'élection qui vient. Je dis non. Hein? C'est peut-être pessimiste de la part d'un type d'opposition, mais c'est la réalité. Vous appelez, on l'aura compris, vous appelez à l'union de l'opposition. Il faudrait que les forces se regroupent pour espérer donc battre Paul Biya ou alors obtenir un résultat qui sera à la hauteur peut-être des attentes des Camerounais. Merci Victorin Ménim-Bielleux d'avoir accepté notre invitation, d'être resté avec nous sur Equinox Télévision dans le cadre de cette édition de Géopolis. Merci encore une fois Guy pour l'invitation. Je crois que ces temps passés ensemble étaient... j'ai répondu à la limite de mes connaissances aux questions que vous m'avez posées et qu'à partir de là, les Camerounais verront. Voilà. Merci. Merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie pendant cet entretien avec Victorin Ménim-Bielleux, homme politique, mais aussi spécialiste des questions de défense. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. C'est sur Equinox Télévision. Et madame, monsieur, ne zappez pas, restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt.